Salut tout le monde, Bruno. On va faire aujourd'hui, comme on a fait la semaine dernière, un petit peu de travail sur les marchés. Je vous avais promis cette semaine de regarder plus de stock et d'utiliser des nouveaux outils. On va commencer ça aujourd'hui. On va poursuivre vendredi. Pour débuter, je vais vous parler un petit peu de la situation parce qu'il y a énormément de choses qui se passent avec la campagne de M. Trump, en fait, la campagne tout court. Hier, il y a eu une rencontre sur le site X avec M. Musk qui invitait Donald Trump pour une discussion à bâton rompu. Et puis, il y a eu des problèmes. Il y a eu une cyberattaque pour le lancement du podcast. Par la suite, Trump nous a parlé comme on est un petit peu comme il fait toujours, avec les mêmes termes, les mêmes thèmes. Et puis, Monsieur Musk, lui, a eu mal à partir avec certains intervenants de l'Union européenne concernant finalement les messages qui étaient véhiculés sur X. Puis, il s'est, avec la politesse puis la classe qu'on lui connaît, il s'est contenté d'envoyer chier les gens, ni plus ni moins. C'est ce qu'il leur a dit. Et puis, son intention, c'est évidemment d'appuyer le candidat. Il le fait depuis tentative d'assassinat sur Trump il y a quelques semaines. Il s'en cache pas du tout. Et puis, il se pourrait même qu'il ait un poste dans l'administration Trump, advenant qu'il y ait des élections. Sinon, au niveau des pools généraux, Kamala Harris a encore l'avantage. C'est pas tout blanc dans le cas de Kamala Harris, même si actuellement elle a définitivement le momentum puis qu'elle semble être en mesure de remporter la campagne. Il y a quand même beaucoup de sons de cloche dissonants, dont par exemple Norman Finkelstein, qui est un scholar aux États-Unis, qui la considère ni plus ni moins comme étant une espèce de cloche absolue. Et puis, il y en a d'autres aussi qui considèrent que la dame en question n'est pas très, très compétente. On est en fait face à un choix qui est un petit peu difficile. C'est le nœud gordien. Ces deux candidats, peut-être, qui sont pas idéaux, mais on va probablement, aux États-Unis, opter pour le moins pire. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Dans mon cas, j'ai l'impression que Mme Harris et son équipe serait moins problématique. Mais on pourrait discuter de ça, évidemment. Sinon, il y a un sous-marin et un bateau américain qui s'en vont vers les côtes pour appuyer Israël advenant qu'il y ait une attaque de l'Iran. La situation au Moyen-Orient est très, très, très complexe, difficile. Ça pourrait amener beaucoup de turbulences. Le marché du pétrole pourrait être touché grandement. Et puis, du côté de l'Ukraine, on voit qu'il y a eu une percée du côté de Kursk, mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la stratégie du dernier espoir. On va voir ce que ça donne. Mais c'est sûr que tout ça va contribuer à l'instabilité des marchés. Du côté américain, on a eu une annonce ce matin du PPI. Ça n'a pas été nécessairement ce qu'on attendait, un petit peu moins bon. Il y a le CPI demain. Et il y a le sentiment Michigan Sentiment vendredi qui va sortir. On va voir un peu ce qui va se produire. C'est vraiment en septembre quand la Fed va déterminer si elle garde les taux d'intérêt où ils sont ou si elle les baisse. C'est vraiment là où on va voir un petit peu quelles vont être les grosses réactions du marché. Mais on se dirige vers ça. Puis tous les éléments qui nous permettent d'avoir une vision un peu plus claire de la situation, évidemment, on les prend en compte. On n'a pas le choix. Sinon, pour les marchés, si on fait une petite rétrospective aujourd'hui, si on regarde le heatmap, vous voyez que c'est pas très, très positif. On va regarder, en fait, on est en mois présentement. Donc, le mois est pas très positif. Apple, moins 3%. Nvidia, dans le mois, moins 9%. Par contre, Nvidia, dans les dernières heures, derniers jours, il y a quand même eu une espèce de petit rallye déçu. Google, moins 11%. Microsoft, moins 8%. On sait qu'il y a des gros joueurs, dont Buffett, qui se sont départis d'une partie de leur position sur Apple, entre autres, Tesla et compagnie, Nvidia aussi. C'est sûr que ça a eu un impact. Est-ce que ça va avoir un impact sur le moyen long terme? Je crois pas. Là, à ce moment-là, ça va être plus le marché général puis les conditions de marché qui vont nous permettre de nous aligner un petit peu mieux puis de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Parce que nous, comme traders, notre job, c'est de nous ajuster, évidemment. Si on regarde au niveau
on va venir ici. Si on regarde au niveau du VIX, ben il y a eu quand même beaucoup de turmoil sur le VIX. Si on regarde, on va regarder en mois. Il y a une augmentation du VIX quand même, globalement. Et puis, il y a beaucoup de volatilité sur les marchés. J'ai pas besoin de vous le dire. Pour tous ceux qui observent, du moins, c'est comme évident. Puis, ça risque d'être comme ça encore pour un certain bout, avec peut-être un réajustement baissier. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Dans notre cas, c'est du day by day ou du petit swing. Donc, on fait des observations au jour le jour, tout en prenant en considération tout ce qu'on vient de dire là. On va regarder un petit peu quelques titres. Et puis, comme je vous dis, vendredi, on va regarder beaucoup plus. On va commencer à travailler avec des différents outils. Donc, on s'en va sur le screenshot. Je m'excuse, là, je vous parlais du VIX. Donc, je m'aperçois que j'ai pas fait le transfert. Donc, voici le VIX en question, là. Il y a eu quand même une augmentation en termes de pourcentage dans le mois. Puis, je vous parlais du heatmap, puis je me rends compte que je voulais pas partager. Donc, le heatmap en question avec les valeurs que je vous ai partagées, ben vous l'avez ici. Donc, ça, c'est toujours un petit peu le travail que je m'amuse à faire quand je fais mes journées de trading. On va maintenant regarder l'or. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'or? Ici, pour votre information, je travaille avec 2 Bollinger Bands. Une Bollinger Bands dont les écarts types sont paramétrés à 1 et un Bollinger Bands régulier dont les écarts types sont paramétrés à 2. Donc, si vous regardez, ici, vous avez les Bollinger Bands qui sont paramétrés à 2 et ici, les Bollinger Bands qui sont un écart type de 1 par rapport à la médiane ici. Donc, pourquoi je travaille avec ces deux bandes-là, c'est qu'il y a des règles de probabilité qui sont associées à ces mouvements-là. Et quand, par exemple, on déborde les standard deviation 2, ça se produit seulement 15% du temps et on peut anticiper le retour avec quand même beaucoup d'efficacité. 68% du temps, le marché général va naviguer à l'intérieur d'un Bollinger Bands régulier qui est de 1. Donc, 68% du temps, on va travailler à l'intérieur de ce paramétrage-là. Si on se met en daily, par exemple, avec les mêmes outils, ben, vous voyez qu'on travaille, si on regardait là, toutes les chandelles ici, donc si on observait toutes les chandelles ici, là, ben, vous voyez qu'il y a une grande majorité de chandelles qui ont tricoté à l'intérieur de ces bandes-là. Donc, les bandes, c'est des repères, puis les repères nous permettent évidemment de mieux construire nos stratégies. Pourquoi? Parce que ça clarifie notre raisonnement, tout simplement. Donc, je pourrais vous donner des détails stratégiques éventuellement pour peut-être un petit mieux vous orienter à ce niveau-là. S'il y a des questions, évidemment, vous nous appelez, vous communiquez avec nous. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. D'ailleurs, si vous appréciez le contenu de nos vidéos, n'hésitez pas à nous faire un thumbs up. On en a besoin, c'est toujours bon pour notre référencement. Ça nous permet aussi, ça nous permet d'avancer et puis éventuellement de vous donner de plus en plus de contenu. Au niveau de l'or, on voit ici qu'il y a eu une grosse consolidation. On est en daily en ce moment. On est près des ISI. Donc, vous voyez ici qu'il y a eu une consolidation là, dans les derniers jours. On a travaillé énormément à ce niveau-ci. Aujourd'hui, on est dans une journée qui est légèrement négative, mais on peut penser qu'il va y avoir un uplift et qu'on va venir travailler à quelque part dans cette zone-ci, advenant évidemment des nouvelles, parce que demain, il y a le CPI, advenant des nouvelles qui vont dans notre direction, advenant que le marché est instable, l'or risque de monter. Maintenant, faites attention parce qu'avec l'or, vous le savez, il y a souvent des dérapages, puis on n'est pas à l'abri non plus d'un travail baissier avant de remonter. Parce que là, on est en consolidation. On peut considérer que tout ce qui s'est fait ici,
c'est de l'ordre de la consolidation. Et quand on monte comme on le fait, donc il y a eu 1, 2, 3 journées de montée, on n'est pas à l'abri d'une rétraction qui va éventuellement nous ramener peut-être vers des positions plus haussières. J'ai pris position présentement. Mon stop loss, pour vous le donner, est à peu près à ce niveau-ci. Et mon target point, c'est pas très, très compliqué. Si on regarde ici le ISI, mon target point actuellement est à peu près ici. C'est certain que si on se dirige vers ce niveau-là, je vais peut-être revisiter ma stratégie, puis peut-être implémenter. J'ai pas beaucoup de positions actuellement parce que je veux faire face à une rétraction advenant qu'il y ait rétraction, mais comme vous voyez, mon stop loss est quand même très, très proche. Je suis à peu près, j'ai un stop loss, là, je veux pas dire de conneries, mais autour de peut-être de 90 pips. J'avais une petite position initiale. J'ai raté mon timing sur l'or, mes 2 dernières trades, même si j'ai gagné quelques trades hier durant la journée quand le marché était haussier. Par la suite, j'ai trouvé le moyen de me tromper. C'est toujours dangereux quand on atteint des ISI ou qu'on s'en rapproche de prendre position parce que souvent, c'est là qu'il y a des corrections. Donc, il faut faire attention ici. Pour moi, évidemment, si jamais on a des nouvelles clés, en daily du moins, et si on dépasse notre Bollinger Band de niveau 2, ben on va être dans le 15% où le mouvement est inhabituellement fort. Et là, je vais en profiter. Je pourrais tout à fait envisager une montée là, au moins similaire à notre consolidation. Donc, si on mesure la consolidation ici, si on regarde la consolidation, ben, je pense qu'on pourrait faire à peu près la même chose. Évidemment, il y a une façon de gérer cette progression-là advenant qu'elle ait lieu. Comme je vous dis, on fait attention aussi, on peut toujours voir un bon mouvement baissier suivi d'un uplift. Sur l'or, c'est classique, l'espèce de lag qui va précéder finalement le directionnel, le mouvement directionnel. Maintenant, on va regarder Bitcoin. Donc, on va le regarder avec on a fait ici une analyse de cycle. Donc, vous voyez ici, on a un cycle de 29 bars entre le ISI, le lowest low et le ISI. C'est un peu arbitraire. On aurait pu prendre le ISI ici. On a calculé ici 25 bars. On a refait la même chose ici. Comme je vous dis, c'est toujours un peu arbitraire quand on calcule nos cycles. Après ça, on a calculé un autre cycle ici, celui-ci. Donc, ça nous fait 4 cycles pour une moyenne de 34. Donc, si on additionne le 25 bars plus le 43 plus le 17 plus le 52 ici et qu'on divise par 4, on se retrouve avec une moyenne de 34 bars pour constituer un cycle complet. On a eu ici un mouvement baissier. On a bouncé sur notre support. Et là, on semble être dans une remontée au niveau du Bitcoin. On travaille à l'intérieur d'une chandelle de référence présentement. On est en dessous. On est en dessous du point of control. Puis on est proche d'une zone où les échanges n'ont pas été très, très fortes. Donc, peut-être qu'on va redescendre, peut-être pas. Mais chose est certaine, c'est que le cycle nous permet un peu d'anticiper advenant qu'on progresse ou qu'on régresse, on est capable de calculer un petit peu quel est le temps moyen des cycles sur le Bitcoin dans les derniers jours. Ça n'a pas une valeur mathématique de précision, mais ça nous permet de mieux lire le momentum puis le mouvement lui-même. Donc, est-ce que le mouvement actuellement est achevé? Est-ce que le rebond est achevé? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que ça ici, ça va constituer notre ISI et puis qu'après ça, on va consolider puis redescendre. À ce moment-là, on travaillerait à l'intérieur, finalement, du time frame qu'on a établi ici, qui est tout à fait arbitraire. Mais en tout cas, ça va nous donner la possibilité de mieux lire ce qui va se produire. Si on regarde du point de vue technique, purement technique, ben,
en daily, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on travaille à l'intérieur de cette chandelle de référence-là. Il y a eu un mouvement baissier qui est suivi d'une remontée. Si on brisait ce ISI-là, ça serait évidemment du price action. Et si les signaux étaient intéressants sur notre ADX, sur notre RSI, sur notre BB Trend, à ce moment-là, on pourrait peut-être se positionner pour viser le point of control. Ça pourrait devenir une zone intéressante dans laquelle travailler. En plus, si on monte, si on a un momentum haussier ici qui est établi et qu'on monte au-dessus de notre Kumo, l'espèce de nuage que vous voyez ici, qui est finalement un résidu du Ichimoku Kinko-Hoi, puisqu'on utilise seulement les nuages, alors que normalement l'outil nous donne beaucoup plus de paramètres, beaucoup plus d'informations. À ce moment-là, ça nous donne quand même de l'information ajoutée. Le Kumo est intéressant parce que très souvent, quand on le défonce, comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas ici, ou ici, ben après ça, on a un mouvement qui peut être lu de façon ça peut être plus épuré. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours battre les anciens ISI, mais par exemple, je vous donne un exemple, quand on a percé ici, suivant là, ce gros renversement-là ici, ben quand on regardait le marché antérieurement, notre premier point qu'on pouvait se fixer, c'était l'ancien support ici, qui devenait un target ici. Ça a été atteint. On est venu le toucher. On a fait un rebound sur notre nuage. Price action, on a redescendu. À ce moment-là, notre zone ultime, c'était celle-ci. On l'a percé. Il y a eu un renversement. Il y a eu une figure chartiste ici. Puis ensuite, on est revenu, on est remonté. Quand on a percé le Kumo ici, on avait des références, mais qui étaient beaucoup moins... Bon, on avait cette référence-là. On a monté, on a rebalancé sur le Kumo, Grand Wick à l'intérieur, on est remonté à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on aurait gagné ces trades-là? Parce que là, je fais une analyse rétrospective. Peut-être que oui, peut-être que non. Celle-ci, c'est loin d'être sûr. Celle-ci, ça aurait été probablement du bonbon. Il y a toujours des moments qui sont plus faciles à gérer quand on fait du trading. Mais quand même, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc, moi, ici, on est dans un mouvement qui est un petit peu stallé, arrêté. Et puis, j'ai hâte de voir ce que le marché va faire. Je vous avoue que je préférais une descente parce qu'à ce moment-là, il y aurait fort à parier qu'on vienne retravailler dans cette zone-là ici. Donc, à l'intérieur des chandelles qu'on voit ici, là. Ça deviendrait une zone de trade qui serait intéressante. Je crois, j'ai un bias qui est un petit peu plus baissier sur le BTC, mais on n'est pas à l'abri d'une montée qui va s'essouffler avant de revenir dans ce mouvement-là. On pourrait monter un petit peu en haut du Kumo sans nécessairement percer de façon extrême. Comme le marché globalement, vous voyez, si on fait une observation générale, vous voyez quand même que le marché, il y a une dominante qui est baissière. Donc moi, je prendrais pas position si on perce le Kumo à la hausse, mais je le prendrais aisément si jamais on le perçait à la baisse. Si on le perce à la hausse, j'attendrais peut-être qu'il y ait un essoufflement pour reprendre ma position, advenant qu'on reperce le Kumo à la baisse, puis ultimement, si on pouvait venir briser cette espèce de niveau-là ici, là, ça deviendrait vraiment intéressant. Mon premier target à ce moment-là, je vais vous les établir tout de suite. Mon premier target serait celui-ci. Mon deuxième target serait à ce niveau-ci. Puis, éventuellement, plus bas, à l'intérieur de la wick même. Donc, éventuellement, on pourrait même venir travailler ici. Évidemment, il faut avoir une concomitance de signaux pour pouvoir bien nous installer à ce niveau-là. C'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. C'est vraiment que c'est un brossage parce qu'on commence à travailler avec des nouveaux outils. Donc, vous allez voir un petit peu vendredi encore plus comment je travaille avec tout ça. Il y en a peut-être d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ces outils-là. À ce moment-là, vous savez qu'on donne des cours, ça nous fait toujours plaisir.
Mais si vous voulez avoir des questions, avoir un pep talk avec nous, à ce moment-là, il n'y a aucun problème, vous nous appelez. Comme je vous dis, faites-nous des thumbs up, s'il vous plaît. Allez sur notre site Discord parce que, évidemment, on donne beaucoup d'informations, on fait du live et c'est gratuit. D'ailleurs, vous allez avoir la petite annonce en fin de match, à la fin de mes analyses. Je vous remercie beaucoup. On se reparle vendredi. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.